Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour mon bilan des lectures graphiques que j'ai faites ces derniers mois. Par rapport à tout ce qui est lecture graphique, ça a jamais été trop mon domaine de prédilection parce que pendant longtemps j'ai fait partie de ces personnes qui pensaient que puisque tu lisais avec des images, c'était pas assez difficile, c'était pas assez compliqué intellectuellement, que c'était quelque chose qui était enfantin plutôt, destiné à la jeunesse, et que ça te détendait trop. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas se détendre, qui a trop du mal à se détendre et qui préfère réfléchir et se prendre la tête, je ne lisais pas de lecture graphique jusqu'à il y a quelques années. J'en lisais peut-être 1, 2, 3 dans l'année, mais là, depuis le déconfinement, en fait, je m'avale des lectures graphiques à l'appel. Quand je lis un graphique, je m'immerge complètement dans l'univers, puisque j'ai le texte, mais j'ai aussi les images que je peux observer, j'ai les couleurs, j'ai la forme des personnages, j'ai le décor, j'ai à repérer tous les petits détails, ce que je ne peux pas faire lorsque je lis des ouvrages classiques, des romans sans illustration. Dans ce qui sort en ce moment, j'ai quand même la sensation qu'il y a de plus en plus d'ouvrages engagés. Alors peut-être que comme je suis novice en la matière, ce que je dis est une grosse bêtise, mais de mon point de vue, il y a de plus en plus d'ouvrages dessinés qui sont porteurs de valeurs féministes, ces genres de choses. Donc des choses qui me parlent. Le premier ouvrage dont je vous parle, c'est le Morgane, qui est dessiné par Stéphane Fert et avec Ken Sara. Cet ouvrage, ça fait 5 ans que je l'ai dans ma wishlist. Il était même dans ma wishlist Amazon du temps où j'avais une wishlist Amazon. Entre temps, j'ai lu Peau de mille bêtes de Stéphane Fert, qui a été un gros coup de cœur. J'avais même vlogué ma lecture. Stéphane Fert a aussi reçu le prix des Imaginales pour Peau de mille bêtes. Indubitablement, à un moment, j'allais lire Morgane, puisque on nous parle du personnage de Morgane de la légende arthurienne. On a une réécriture là du point de vue exclusivement de ce personnage, qui est un personnage que j'aime beaucoup dans la légende arthurienne. Que vous dire à part que les auteurs illustrateurs se sont inspirés de la légende arthurienne, mais aussi de la mythologie celtique, aussi de Macbeth de Shakespeare, aussi d'Eva Green lorsqu'elle a joué, elle, Morgane, dans la série qui a été faite en une saison sur la légende du roi Arthur il y a quelques années. Vraiment, enfin, les images sont superbes. Ce que j'aime beaucoup avec Stéphane Fert, c'est que ses représentations des corps sont extrêmement diverses. On n'a pas un corps stéréotypé. On a une guenièvre donc qui est blonde, qui est solaire, qui est bien en chair, qui est voluptueuse vraiment, et tandis qu'on a une Morgane au contraire qui est beaucoup plus fine. Et c'est ce que j'aime en fait chez Stéphane Fert, c'est qu'il se plaît à montrer des personnages qui ne sont pas tous pareils. Au niveau du dessin, il y en a des plus grands, des plus petits, des traits complètement différents, et ça fait du bien en fait de voir ça en dessin, parce que moi, de ce que je voyais en tout cas dans les bandes dessinées avant, c'était que les femmes, elles se ressemblaient toutes et elles étaient toutes juste belles d'un certain point de vue de la beauté, de nos canons de beauté d'aujourd'hui, et ici pas du tout. On voit ici que le royaume de Camelot, qui est décrit comme le royaume idéal, le royaume utopique où tout le monde est égaux, il n'a d'utopique que le nom, puisque les femmes étaient quand même en dessous des hommes à Camelot. Donc là, ça met un petit coup de pied dans la fourmilière. On a plein d'intertextualités dans ce texte-là. On a des clins d'œil à Alice au Pays des Merveilles au niveau des illustrations. On a aussi tout un monologue de Lady Macbeth qui est repris et qui est illustré divinement ici. Et en plus, Morgane a quand même les traits d'Eva Green, quoi. Attendez, je vais vous trouver l'illustration, mais elle a la tête d'Eva Green, donc voilà, vous voyez, là c'est quand même le même visage qu'Eva Green. Voilà, moi j'aime Eva Green, donc du coup ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi lu Les filles de Salem de Thomas Gilbert, Comment nous avons condamné nos enfants, publié chez Dargaud. C'est un ouvrage qui s'intéresse aux faits historiques qu'étaient les sorcières de Salem, de ce petit village aux États-Unis qui est bien connu pour avoir brûlé pas mal de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes par simple puritanisme religieux. Ici, au niveau des traits graphiques, les traits sont beaucoup plus durs, beaucoup plus secs, beaucoup plus froids, mais ça correspond bien à l'ambiance. Là aussi, on nous montre bien à quel point, en fait, juste parce qu'on est une femme, en fait, on est perverti dans le regard des hommes parce que on porte la faute du péché originel sur nos épaules, et que le simple fait d'être une femme, en fait, dérange
puisque le regard des hommes est attiré par nous une fois que nous sommes pubères, et donc on les perturbe, ils ne peuvent plus rien faire, et donc c'est à nous de nous couper les cheveux, de cacher nos cheveux, de cacher notre visage, de marcher en regardant le sol, et de ne pas arpenter l'espace public lorsqu'il n'est plus temps, lorsqu'on est seul, enfin... Ouais, c'est dur à lire hein, quand on est une femme à nouveau, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui n'évoluent pas tant que ça, et même on a parfois un certain retour en arrière au niveau de la condition féminine certaines fois aujourd'hui au XXIe siècle. Dans cet ouvrage on va suivre ces jeunes filles qui sont accusées de sorcellerie en grande majorité parce qu'elles sont juste femmes quoi, et on assiste à cette inquisition qui prend de l'ampleur. C'est pas un récit joyeux et jovial, mais c'est un récit qu'il est important de lire pour comprendre à quel point en fait c'est le regard masculin qui pervertit le corps féminin et ses fonctions quoi. Et on voit que l'auteur-illustrateur s'est quand même extrêmement bien documenté sur les événements de Salem, puisqu'on a des personnages historiques qui ont réellement vécu, qui sont cités et qui sont repris dans cet ouvrage. J'ai lu également Les Sœurs 10 par M.T. Anderson et Joe Ryu, La malédiction du royaume englouti. Alors la cité 10 c'est une légende bretonne que je ne connaissais pas. Ce serait donc une cité engloutie, comme le dit le titre. Et là nous suivons l'histoire de deux sœurs que sont Rosaine la Brune et Dahu la Rousse, filles d'un roi, le roi 10, et d'une nymphe, d'une sorcière, dont elles vont hériter certaines facultés, certains pouvoirs magiques. Là au niveau du dessin et des couleurs ça m'a beaucoup plus parlé, c'était beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Ici on plonge vraiment dans l'histoire de cette cité 10 qui aurait été créée par magie et qui a besoin en fait de sacrifices pour continuer d'exister et de garder sa superbe en fait, et tout pouvoir qu'il soit magique ou pas en fait amène à avoir de grandes responsabilités et de grands sacrifices à faire, et c'est notamment ce qui va être le cas pour Dahu, la sœur, la cadette, et de toute façon à partir du moment où ce sont des histoires fraternelles, sororelles, ça me parle, ça me touche. Comme je ne connais pas du tout la légende de base, je ne sais pas si les illustrateurs, illustratrices, auteurs, autrices ont arrangé tout ça selon leur point de vue, ou si au contraire ils se sont basés sur des faits légendaires, si ces deux sœurs ont existé, je ne sais pas du tout. Ensuite j'ai également lu l'ouvrage le plus beau graphiquement, mais le plus plat au niveau du contenu de l'histoire du texte. C'est Francis de Lopoutine, j'espère que je prononce bien, je suis désolée. On va suivre cette jeune sorcière qui s'appelle Métilia, qui n'est pas très douée, qui a un examen de magie le lendemain et qui, pour réussir son examen de magie, va convoquer un esprit, va lui faire prendre corps, et cet esprit c'est Francis qui prend le corps d'un renard. Vraiment graphiquement il n'y a rien à dire, tout est fait aux couleurs pastel, aquarelle, au crayon de couleur aquarelle je suppose, enfin vraiment il est, vous voyez, enfin il est magnifique au niveau des couleurs, des illustrations, il est très très beau, les personnages sont somptueux. C'est un plaisir à regarder, mais à lire, moi j'ai trouvé que c'était une plaie. En fait j'ai trouvé ça dommage parce que au niveau du langage, du niveau de langage, on est parfois sur du très familier, voire du vulgaire. Oui, parce qu'en plus Francis en fait est un esprit un peu pervers, un peu vicelard, donc il lui fait pas faire de jolies choses à la jeune sorcière. Et ouais, enfin vraiment au niveau du récit, c'était pas agréable à lire du tout, c'était ouais non, ça m'a pas prise du tout, donc c'est vraiment dommage parce que graphiquement il est magnifique. Regardez-moi ce beau petit renard. Il est ouf. Regardez-moi comme il est beau Francis. Vous voyez, regardez comme Francis est beau, comme il est beau Francis. Voilà, ça aurait dû être que ça, je pense. Voilà, que des grosses images comme ça, des dessins mais sans texte. Limite je pense que ça m'aurait plus parlé que ce soit sans aucun texte, parce que en fait, on peut être illustrateur, illustratrice, mais on n'en est pas pour autant auteur, autrice. C'est peut-être un peu dur ce que je dis, je suis désolée si ça peut heurter, mais parfois l'alliance entre un illustrateur, une illustratrice, un auteur et une autrice, ça fait aussi son importance parce que chacun a ses spécificités aussi, on peut pas être bon partout, et vraiment, je dis ça parce que graphiquement c'est un chef-d'œuvre, c'est somptueux, mais au niveau du texte c'est beaucoup trop plat. J'ai aussi lu, et ça c'est mon gros coup de cœur de cette sélection, c'est Géante, histoire de celle qui parcourt le monde à la recherche de la liberté,
fait par JC Devenet et Mouria Tamarit, j'espère que je prononce bien, Tamari, pardon si j'écorche les noms. On va suivre Céleste, donc c'est ce personnage là qui est une petite géante qui va être recueillie par un fermier et sa femme qui ont déjà 6 enfants, 6 garçons. Et on va suivre toute la vie de Céleste. C'est comme un roman en fait de chevalerie, c'est comme les romans médiévaux ou même Don Quichotte. On suit ce personnage tout du long de sa vie, de son parcours, de son initiation et au-delà. Et c'était renversant parce que Céleste va vivre 1001 vies en une seule. Elle va connaître 1001 chemins, 1001 histoires, 1001 personnalités, façons d'appréhender le monde. Elle va aller à la rencontre de nombreuses sociétés, de nombreuses façons d'agir. Et en fait, quand la libraire me l'a présenté celui-ci, je pensais que en fait ça allait traiter de la différence de Céleste parce qu'elle est une géante. Et pas tant que ça. On y est au début, effectivement, ça parle du fait que ce soit une géante et donc que ce soit un peu un monstre de foire, mais ce qui est surtout mis en avant, c'est le fait qu'elle soit une femme et que ça dérange et qu'elle vient renverser les codes de la société de par son genre et de par sa taille. Et j'aurais tellement aimé rencontrer des ouvrages comme ça quand j'étais dans les CDI de mon collège ou de mon lycée, parce que on a une manière d'appréhender la société, le corps féminin, la recherche de l'accomplissement par soi-même sans les hommes. Ça change de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on lit. C'est bien fait, c'est bien pensé, ça amène à réfléchir à autre chose, à ce qu'on connaît aussi. C'est un récit qui m'a prise, qui m'a emporté, qui est long en plus. Enfin, vous voyez, pour moi, je considère que pour une fois dans un graphique, j'en ai eu pour mon argent. Il est magnifique, il nous emmène très loin, il nous fait réfléchir sur la maternité aussi, sur plein de choses. Donc sur l'amour, je vous recommande vraiment de lire Géante. Autre ouvrage graphique dont on a énormément entendu parler, c'était Peau d'homme de Hubert et Zanzime. Et là, on suit le personnage de Bianca, qui est cette jeune fille qui doit se marier. C'est un mariage arrangé puisque nous sommes dans ce qui peut s'apparenter à l'Italie de la Renaissance. Elle doit se marier avec un jeune homme, Giovanni, dont elle ne connaît rien. Mais dans sa famille, on se transmet de génération en génération une peau d'homme, celle-ci, qui permet aux femmes de se travestir et d'évoluer dans le monde comme si elles étaient des hommes. Et cette peau d'homme, c'est littéralement plus qu'une seconde peau, c'est vraiment endosser un corps masculin avec tous ses attributs. On a aussi dans celui-ci toute une montée du fanatisme religieux et d'un puritanisme qui condamne les femmes, où les femmes au fur et à mesure du récit vont être amenées à ne plus du tout porter de décolleté, à devoir se voiler, à devoir ne plus sortir, à être privées de toute liberté. Et on a aussi donc le personnage de Bianca qui va découvrir son futur époux, son époux Giovanni, en étant Lorenzo. Et donc on a toute une réflexion sur l'homosexualité, la transidentité. Ça m'a aussi fait réfléchir à ce qu'on appelle la pansexualité, ce qui dit que en fait on aime quelqu'un, l'âme de quelqu'un au-delà de son genre, de son corps physique. Et on voit que, en tout cas dans ce récit, c'est pas forcément le cas, que c'est pas parce qu'on aime une personne dans un corps et dans un genre qu'on l'aime dans l'autre, c'est tout à fait différent et c'était très intéressant à lire, j'ai trouvé. Au niveau des dessins, ça m'a moins plu. Vraiment, les traits m'ont nettement moins plu que dans Géante, mais je suis très heureuse en tout cas que ces ouvrages existent, que ce soit Géante, que ce soit Les filles de Salem, que ce soit Morgane ou que ce soit Peau d'homme. Ça fait du bien à lire des ouvrages engagés comme ça, en plus dont l'histoire est belle. On change tout à fait de catégorie, vous voyez, ce n'est même pas un hardback, c'est un paperback. Au niveau des romans graphiques, c'est Un petit goût de noisette par Vanida. Ici, en fait, ce sont des histoires d'amour en patchwork. C'est comme un film choral, un roman choral. On suit plusieurs personnages, des petites pastilles de personnages comme ça, sur un moment de leur vie qui nous parle d'une relation, d'une histoire d'amour qu'ils ont eue, qu'ils entretiennent, dont ils rêvent, qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. C'est doux amer. Le titre Un petit goût de noisette, moi, me bouleverse le cœur à chaque fois que je le lis et que je le vois écrit comme ça. C'était vraiment beau et doux et triste à la fois, parce qu'on a plein de représentations de l'amour, de ce que peut être l'amour. On a plein d'histoires d'amour représentées différemment, de manière d'aimer, que ce soit l'amour physique, l'amour fraternel, l'amour en Erasmus, il y a plein de choses qui sont représentées, c'est beau, c'est très humain en fait, c'est très concret, et c'était ma petite bulle de douceur amère de ce début d'automne. Et pour terminer, j'ai lu Minuscule de Takuto Kashiki, et pour une fois, je peux le dire vraiment, sincèrement,
j'ai un coup de cœur pour un manga, mais un vrai coup de cœur. J'avais beaucoup aimé Kazane, mais ça m'avait pas donné envie de continuer. Et là, par contre, Minuscule, c'est extraordinaire. Merci Laure de la chaîne L'Enluminé qui me l'a recommandé. Parce que sinon je me serais jamais penchée dessus, et ce manga est d'une douceur. En fait, on suit pas une histoire complète du début à la fin, on suit ces deux petits personnages qui font 9 cm et qui évoluent dans la forêt et en fait elles vivent leur vie et on suit plusieurs épisodes de leur vie comme ça. C'est pas une aventure de A à Z, non, c'est plein de petits épisodes de leurs aventures, et c'était d'une douceur. Elles aiment manger, elles aiment boire une petite bière, elles aiment être avec des amis, elles aiment rire, elles aiment chanter. Mais si vous n'aimez pas les mangas mais que vous aimeriez tester quelque chose, moi je vous recommande vraiment Minuscule parce que c'est doux, ça fait du bien. Il y a un animé aussi qui existe dont j'ai regardé les premiers épisodes et qui pareil est d'une douceur sans nom. Voilà, c'est tout pour mon bilan lecture graphique de cet automne. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo que je vous tournerai, que je vous filmerai, mais j'espère vous retrouver bientôt et j'espère que tout va bien pour vous.